Bonjour à tous. Pour certains d'entre vous, on vous a vu déjà au mois de juin, on avait organisé une formation autour de la cybercriminalité qui avait essentiellement pour objet de vous donner des billes sur le contexte juridique, les réponses juridiques. Et on s'est évidemment rendu compte que, on savait déjà, que la réponse en cas de ce type d'attaque n'est pas exclusivement juridique, elle est aussi technique. Donc on a souhaité vous proposer de revenir et cette fois-ci de se faire accompagner par des intervenants techniques, donc des experts informatiques qui ont l'habitude d'intervenir sur ce type de situation et dans des contextes un peu différents. Donc leurs interventions sont complémentaires de ce point de vue-là. Je vous propose dans un premier temps que chacun de nos intervenants se présente en 1 minute pour que vous ayez un tour d'horizon de leur profil, une idée de leur profil, avant ensuite de les interroger. Donc ce que je vais faire en essayant d'aller chercher un maximum d'informations sur à la fois en cas de crise, ça y est c'est la crise, il y a une attaque, on vient de le découvrir, qu'est-ce qu'on fait, puis dans un deuxième temps, quand on aura réglé le problème, restaurer le système d'information, quel bilan est-ce qu'on pourra en dresser, et puis dans un troisième temps, on essaiera d'aller chercher des réponses sur finalement la prévention en amont pour éviter tout ça et pour être prêt, puisqu'on le sait, les cyberattaques sont une menace qui pèse sur toutes les entreprises, même les mieux préparées, et justement, soyons préparés. Voilà, donc un peu le fil conducteur de cette table ronde. Et dans un premier temps, la parole à chacun de nos intervenants. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Arnaud Deschavannes, je travaille chez Magellan Consulting, je suis responsable des activités d'audit et de tests d'intrusion, donc sur tous les aspects un petit peu techniques liés à la sécurité, donc surtout de l'évaluation du niveau de sécurité, et puis sur la réaction sur incident, mais sur les aspects plutôt techniques liés à ces sujets-là. Bonjour à toutes et à tous. Alexis Nardone, expert associé au sein du cabinet GEM Consultant, en charge des sinistres informatiques et cyber. Rebonjour, Florence Chaffiol, avocat associé au cabinet Auguste de Bouzy, en charge des nouvelles technologies et de la protection des données à caractère personnel. Et donc en ce moment, notre grand sujet évidemment est le GDPR. Bonjour, Alexandra Cohen-Jonathan, associée au sein du département contentieux, plus particulièrement depuis toujours intervenant pour des assureurs en gestion de sinistres, risques industriels et responsabilité civile, et donc notamment les sinistres cyber et informatique au sens plus large. Merci. Alors pour commencer, Arnaud, éclairez-nous. Quand on parle des cyberattaques qui menacent en particulier les entreprises, de quoi parle-t-on ? J'essaie de faire un petit panorama rapide en quelques minutes. Je pense que ça peut être intéressant de faire un petit panorama sur l'évolution des attaques ou les types d'attaques. Il y a pour moi 3 grandes familles. On peut être la cible de 3 grandes familles d'attaques. Il y a d'abord les attaques opportunistes, où là l'idée c'est, en fait on peut se retrouver une cible, mais pas parce qu'on est une personne ou une entité, une entreprise. Enfin, c'est pas la forme juridique ou la personne qui est ciblée, c'est plutôt des attaques qui dont l'objectif est d'obtenir un gain financier, direct ou indirect. Et du coup, on a des attaquants qui savent, si on fait un parallèle avec le monde physique, on a un attaquant qui sait crocheter un modèle de serrure. Il veut pas rentrer chez vous, mais il va essayer de crocheter toutes les serrures de ce modèle-là parce qu'il sait les crocheter. Et du coup, on va retrouver des choses assez simple techniquement, mais comme c'est très opportuniste et c'est très large, ça fonctionne. Donc là, on va retrouver les classiques, les ransomware, où l'idée c'est de mettre un programme sur votre machine ou sur les serveurs de l'entreprise qui vous empêche de l'utiliser, qui vous demande de payer une rançon pour retrouver le bon fonctionnement du système. On va avoir tout ce qui est les phishing simples, où l'idée c'est d'obtenir potentiellement des numéros de compte bancaire, des logins et des mots de passe pour mener d'autres attaques plus tard. On va avoir tout ce qui est intrusion lié au fait que vous avez peut-être sur le système d'information des logins ou des mots de passe de comptes techniques qui peuvent être simples. C'est il y a eu le cas typiquement récemment chez Deloitte. On va avoir des attaques plutôt sectorielles aussi, typiquement tout ce qui est arnaque au président, où là ça va utiliser un petit peu de social engineering. L'idée c'est de cibler les personnes qui peuvent faire des virements dans les entreprises et d'essayer de les attaquer pour ce qu'elles représentent
pas pour ce que représente l'entreprise, mais pour leur capacité à effectuer des transactions bancaires. Donc ça, c'est un petit peu la première des catégories d'attaques opportunistes. Et je dirais que sur ce type d'attaque, tout le monde a envie de se protéger contre ça. Quand on en est victime, on a l'impression que c'est nous, en tant qu'entreprise, pour ce qu'on représente, et qu'on a été ciblé, mais en fait non, c'est vraiment du générique, et c'est lié au fait qu'aujourd'hui, dans le cyberespace, en fait, on a une vraie différence entre le monde physique. C'est pas que c'est virtuel, parce qu'en fait c'est très concret, c'est plutôt qu'il n'y a plus de frontières. Et si on refait le parallèle avec le monde physique, le cambrioleur qui veut essayer de rentrer chez vous, il faut qu'il se déplace, qu'il vienne, qu'il essaye de crocheter la serrure, c'est un petit peu contraignant, alors que là, on peut, depuis la Chine, attaquer la France, depuis la France, passer par la Chine pour attaquer la France, et on arrive rapidement sur des sujets complexes qui sont liés à l'attribution des attaquants, etc. Mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. La deuxième grande famille d'attaques, enfin typologie d'attaques, je dirais que c'est tout ce qui va concerner les attaques internes, où là, on va retrouver tout ce qui est lié aux problématiques de fraude, qui peuvent être souvent une combinaison de compétences techniques et d'expertise métier. Un des cas classiques qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, c'était dans des établissements de santé. Il y avait des intervenants qui étaient en CDD. Et en fait, à la fin de leur CDD, eux partaient, mais en fait, dans le système d'information, le contrat était prolongé d'un mois ou deux, et il y avait un changement du RIB. Ce qui fait que pour le salarié qui était en CDD, lui, il n'avait pas de problème, et on avait un détournement de fonds. Donc, techniquement, pas très compliqué, mais une combinaison d'une expertise entre guillemets métier et d'une attaque technique assez simple. Il fallait avoir un login et un mot de passe pour pouvoir changer les RIB. Donc on va retrouver tout ce qui est salariés mécontents, les administrateurs techniques mécontents, les stagiaires potentiellement compromis avant d'arriver chez vous, voilà, enfin d'une manière générale, une typologie un petit peu, pas forcément très complexe techniquement, mais avec une vraie volonté de nuire en interne. Et le niveau de protection générale en interne des entreprises n'est pas du tout, en tout cas dans le monde francophone, je dirais, on n'a pas cette culture de la sécurité comparée au monde anglo-saxon, et d'un niveau bien plus faible que le niveau de sécurité de ce qu'on peut exposer sur Internet. Et puis la dernière grande famille, là je dirais que c'est plus difficile de s'en protéger, c'est les vraies attaques ciblées, puisqu'on est dans un monde où justement le cyberespace est un espace un nouveau terrain de guerre, entre guillemets, de guerre économique, et de guerre où on peut profiter d'une certaine impunité sur Internet. Donc les États se font des guerres au travers des entreprises. Et là, on a des attaques ciblées avec des scénarios complexes, de la vraie compétence technique, des scénarios qui sont construits dans le temps, des attaques qui ciblent les personnes en créant des avatars, en essayant de monter potentiellement des rendez-vous, en essayant de se faire embaucher, en essayant d'avoir des informations sur les projets. Mais là, c'est un peu une autre thématique, et je pense que c'est plus lié à des secteurs d'activité très sensibles, avec des spécificités particulières. Merci. Mais donc, si on a en tête et si on arrive à identifier toutes les typologies d'attaques possibles, est-ce que ça veut dire techniquement, Alexis par exemple, qu'on est donc capable de s'en protéger et qu'il serait possible de ne jamais être victime parce qu'on sait quelles sont les menaces potentielles? Alors, certainement que le fait de connaître la typologie des attaques peut nous permettre de protéger les entreprises, mais d'une part, les attaques sont tellement variées que c'est réellement compliqué d'être certain, d'être toujours protégé, et il n'y a pas de garantie 100%, puisqu'il y a aujourd'hui au sein des systèmes d'information beaucoup d'éléments qui ne dépendent pas de l'entreprise en elle-même, puisqu'elle utilise des logiciels, et parfois il y a des failles dans ces logiciels-là qui ne sont connues que par une petite poignée d'individus qui vont l'utiliser et l'exploiter pour atteindre leur objectif. Donc il y a une absence de maîtrise totale. Donc en fait, aujourd'hui, la question, c'est pas de se dire est-ce que je suis protégé à 100%, parce que la réponse, elle est bien évidemment que non, ça sera jamais le cas. C'est quasiment impossible, et tous les auditeurs, je pense qu'Arnaud ne me contredira pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour améliorer le niveau de sécurité, pour éviter d'être réellement une cible avec une flèche, allez-y, attaquez-moi. Pour autant, notre message aujourd'hui, c'est de dire il faut prévoir le moment où l'attaque passera, tous vos moyens de protection, qu'ils soient internes ou externes. Merci. Donc si on se met maintenant dans la situation où justement on
on est dans une entreprise, peut-être au moins une centaine de personnes, tout le monde travaille. Mais cet après-midi, là, on est tous retournés travailler à nos postes et tout d'un coup, les écrans d'ordinateur s'assombrissent puisque le réseau est touché. On peut avoir certains écrans de logiciels qui affichent un message de rançon. Hein, c'est arrivé à des entreprises il y a pas si longtemps. Le salarié qui se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal sur son système, il prévient qui? Qu'est-ce qu'il fait, Florence? Alors, il prévient qui? Ça dépend en fait dans quelles circonstances s'il voit que ça va pas très très bien, il y a encore des moyens de faire. S'il n'a plus du tout accès à son système d'information, c'est que vraisemblablement tout le monde va être dans la même situation. Ce qu'on fait beaucoup en ce moment, justement dans l'aspect gestion du GDPR, donc le GDPR c'est le Règlement général pour la protection des données, qui sera applicable au 25 mai 2018, on va y revenir tout à l'heure, mais on va avoir des obligations de notification des failles, des violations de données à caractère personnel, et très souvent dans les attaques cyber, on va avoir une violation de données personnelles, une perte de données. Donc de plus en plus dans notre métier, on est en train de mettre en place dans les entreprises des procédures de gestion des violations. Et quand un salarié se trouve en difficulté, en général, si les choses ont été bien faites au sein de l'entreprise, il va aller se référer à sa procédure de gestion de crise pour savoir ce qu'il doit faire. La difficulté, et on en discutait l'autre jour quand on a préparé cette réunion, c'est qu'il peut s'avérer que le système d'information soit totalement inaccessible. Et donc, si on a stocké sur le système d'information de l'entreprise l'intégralité de la gestion de la procédure de crise, on ne pourra plus y accéder. Donc, il faut envisager d'autres moyens pour pouvoir, soit en impression papier d'un document, soit en stockage sur un ordinateur ou un disque dur isolé, mais savoir connaître les numéros de téléphone élémentaires pour gérer la crise. Et on verra après comment on peut mettre en place une procédure de gestion de crise de manière un peu plus détaillée. Juste à titre indicatif, quand on avait eu ces histoires de grippe aviaire, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des cas où on prévenait les salariés et on leur disait on ne veut plus que vous veniez travailler aujourd'hui, il y a un cas de grippe aviaire dans l'entreprise. Et c'est à cette occasion que un certain nombre d'entreprises avaient commencé à mettre en place des procédures de gestion de crise en recueillant les numéros de téléphone individuels et personnels des salariés pour pouvoir les prévenir en cas de risque de grippe aviaire. Et la CNIL avait, de manière assez exceptionnelle, autorisé le traitement des numéros de téléphone personnels des salariés pour des cas de gestion de crise, mais là c'était pour la grippe aviaire. Je présume que dans des cas de cyber, on n'aura aussi pas de difficulté de la part de la CNIL, ni de la part des salariés et des instances représentatives pour récupérer les numéros de téléphone personnels des salariés pour un besoin de gestion de crise. Encore faut-il pouvoir toujours y accéder depuis le système d'information, et s'il est mort, faut prévenir. Oui. Oui, c'est ça, parce qu'on peut effectivement imaginer que si les messageries sont inaccessibles, ça veut dire qu'il faut passer par les téléphones portables des salariés, éventuellement du WhatsApp, passer par les panneaux d'affichage. Mais dans ce cas, est-ce qu'on risque pas parce qu'il va y avoir deux niveaux de communication. Il y a un premier niveau qui est de donner éventuellement des instructions aux salariés d'un point de vue technique. Est-ce qu'on éteint les ordinateurs si on craint une infection? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a un chômage technique, tout le monde doit rentrer chez soi? Et si on met un panneau en bas dans le hall avec un petit message à l'attention des salariés, on prend aussi, j'imagine, le risque qu'il soit photographié et vite publié sur les réseaux sociaux et qu'on ait finalement le public qui soit informé qu'on a un sujet d'attaque en interne. Qui en interne, qui seraient les personnes clés dans les entreprises pour justement vite se concerter et prendre les décisions d'abord au sujet de la communication, ne serait-ce qu'interne? Alors, en général, dans ces procédures de gestion de crise, on prévoit de prévenir en priorité, évidemment, la DSI, quelqu'un de la direction générale, la direction juridique, le cas échéant, l'avocat, la communication, pour, en fait, que ce noyau de personnes soit en mesure de réagir le plus rapidement possible. On intègre très souvent aussi la DRH parce qu'on va avoir une dimension sociale.
à gérer, avec justement qu'est-ce que l'on dit aux salariés, qu'est-ce qu'on dit aux instances représentatives du personnel, qu'est-ce qu'on a envie de dire et surtout qu'est-ce que l'on a besoin de dire en fonction de la typologie d'attaque. Alexandra ? Je suis là également pour rappeler que l'un des premiers interlocuteurs, mais cette fois-ci à l'extérieur, qu'il faut immédiatement prévenir, au-delà de la cellule qu'on aura anticipée en amont de créer entre les différentes directions et de façon transversale, comme vient de vous le rappeler Florence, l'interlocuteur qu'il faut absolument prévenir en externe, c'est votre assureur. Alors, je ne vais pas anticiper le sujet qu'on évoquera tout à l'heure sur quel type d'assurance et donc quel type d'assureur, mais en tout cas, il y a forcément un ou plusieurs assureurs qui seront nécessairement intéressés à la question de la cyberattaque dont l'entreprise est l'objet, que ce soit l'assureur cyber-risque, et dans ce cas-là, ce sera lui seul, mais à défaut, et bien que ce ne soit pas ma recommandation, mais là je vais trop vite, à défaut, une cyberattaque générant nécessairement à la fois des dommages pour l'entreprise et à la fois des risques de responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des tiers, eh bien, il faut que le ou les assureurs qui couvrent ces dommages d'une part et qui couvrent la responsabilité d'autre part soient immédiatement informés, notamment parce que cet assureur-là, dès ce stade, est en capacité d'accompagner l'entreprise. Il en a besoin, mais l'entreprise aura aussi besoin d'elle et des moyens que l'assureur mettra à sa disposition pour l'accompagner dans la gestion de la crise et dans l'après-crise. Merci. Et Florence, est-ce qu'on a l'obligation de prévenir les autorités dès qu'on a connaissance d'une cyberattaque qui touche l'entreprise ? Alors, la plupart des entreprises n'ont pas d'obligation à ce jour de notification des violations de données. Un certain nombre d'entreprises, enfin quelques-unes qui sont notamment les opérateurs d'importance vitale, donc les OIV. Il y a à peu près 200 entreprises en France qui sont OIV. Elles vont devoir notifier l'attaque. Il y a certaines entreprises dans le secteur de la santé aussi qui vont devoir notifier l'attaque, mais pour le moment, il n'y a pas d'obligation générale. À compter, ce que je vous disais, du 25 mai 2018, on va avoir une obligation de notification des violations de données à caractère personnel. Donc la violation de données à caractère personnel s'entend de manière très très large. Elle est définie par la loi informatique et liberté et désormais par le RGPD de manière assez similaire, comme toute perte de données, destruction, altération de données. Donc c'est une définition qui est très très large. Et dans ces cas-là, on va avoir 72 heures à compter de la connaissance de la violation de données pour notifier la CNIL en France ou l'autorité de protection des données en Europe compétente si votre entreprise est située dans un autre pays d'Europe et que la CNIL n'est pas l'autorité chef de file compétente. Ce délai de 72 heures est extrêmement court. Toutes les entreprises maintenant commencent à avoir conscience qu'il faut se préparer à gérer ces violations de données et ces notifications parce que 72 heures à compter de la connaissance d'une violation de données à caractère personnel, peu d'entreprises sont capables de le faire. On a le cas d'un client qui, au mois d'août, s'est rendu compte qu'il y avait un virus qui était allé pomper un certain nombre de données dans son système d'information. On est au mois de novembre, ils n'ont toujours pas réussi à déterminer quel était le type d'attaque, ni quelles étaient les catégories, typologies de données qui avaient fait l'objet de la violation. Donc on ne sait toujours pas si c'est des violations de données à caractère personnel. Mais si on avait dû... on se rend compte déjà que le délai est extrêmement court, long pour identifier, mais court pour notifier. Et quand on notifie à la CNIL dans le délai de 72 heures, il faut être capable de lui donner un certain nombre d'informations sur la catégorie de données qui ont été volées et tout un tas d'autres informations. Or, très peu d'entreprises aujourd'hui sont capables de le faire. Au-delà de ça, il y aura peut-être une notification des personnes concernées, mais on le verra tout à l'heure. Mais cette notification de 72 heures inquiète les entreprises à juste titre. Donc, on est là pour justement mettre en place des procédures et vous aider à ne pas exploser ce délai d'une certaine manière. Merci. Et Arnaud, d'un point de vue technique maintenant, quand on a donc découvert qu'une attaque était en cours au sein de l'entreprise, on va avoir besoin évidemment de la faire cesser, on va avoir besoin de collecter des preuves, de s'organiser. D'un point de vue technique, quelles sont les bonnes pratiques, les recommandations ?
Je rebondirai juste sur la fin. Je dirais que juste pour la notification, il y a le sujet de notifier en 72 heures, mais du coup, notifier, ça veut dire qu'on l'a détecté. Et du coup, il y a le vrai sujet de dire bon, comment on va communiquer en 72 heures, à qui, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Mais il y a le sujet de qu'est-ce que c'est qu'un incident de sécurité et comment on le détecte. Et je pense qu'il y a différents cas de figure. Bon, il y a le cas de figure du gros ransomware, puis personne ne peut travailler, il y a un arrêt de production. Bon, là, et quand c'est mondial, comme WannaCry, je dirais que la communication aussi est très importante, mais c'est un sujet qui touche tout le monde, donc l'impact en termes d'image est certes très important, mais on est loti à peu près comme les autres. En termes de détection, je pense que historiquement, les entreprises avaient plutôt mis l'accent sur la protection, et c'est vrai que c'est du bon sens. On voit que c'est très dur de protéger, et du coup, il y a peut-être un petit changement de paradigme. On se dit qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à protéger, puisque de toute façon on est dans de la gestion de risque, donc on ne veut pas forcément tout protéger, ou on ne peut pas forcément tout protéger. Mais par contre, la détection est pas forcément d'un très bon niveau dans les entreprises. Enfin, ou en tout cas n'avait pas forcément la priorité. Et donc du coup, dans la détection d'incidents, on a le pire cas de figure, c'est quand l'incident est détecté par un tiers, soit un partenaire, soit que ça fuite directement dans la presse. Et donc du coup, là, on est dans vraiment le pire cas de figure. Ensuite, on peut avoir une détection parce qu'il y a des effets de bord pour les métiers, quelque chose qui fonctionne moins bien, on a des corruptions de données, des choses comme ça. Et on a, entre guillemets, le meilleur cas de figure, c'est de la détection par nos propres moyens de détection, que ce soit les équipes sécurité interne, que ce soit la DSI. Donc on a un petit peu différents niveaux. Du coup, en termes de bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, détecter l'incident, il faut le qualifier et s'organiser par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a comme trace, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on va pouvoir analyser, parce qu'il y a malheureusement pas mal de cas de figure où il y a un incident qui est détecté, mais il y a très peu de traces. Typiquement, c'était le cas chez TV5 Monde. Ils n'avaient quasiment que des traces sur leurs équipements réseau. Et c'est à peu près la seule source. Nous rappeler ce qui s'était passé pour TV5 Monde. TV5 Monde, c'est une attaque qui a eu lieu et qui a entraîné une coupure de diffusion. Donc il y a 8 heures de noir. Je crois que j'ai noté quelques chiffres. 8 heures de noir, il faut savoir que l'ANSSI est intervenu puisque c'est du domaine public, et TV5 Monde, c'est la représentation de la France sur l'audiovisuel à l'étranger. Il faut savoir que dans l'audiovisuel, alors moi je suis pas du tout un spécialiste de ce milieu-là, mais il y a au niveau des contrats, pour pouvoir diffuser, il y a une obligation d'émettre, et quand on arrête d'émettre, on perd ses licences. Donc il y a un impact extrêmement fort. Et en gros, ce que ça a généré comme coût, ce qui a été annoncé par TV5 Monde, c'est entre 2015 et 2016, l'attaque date de 2015, entre 2015 et 2016, ça leur a coûté 9 millions d'euros. Et depuis, ça leur coûte 3 à 4 millions d'euros par an. Ils sont que 400 collaborateurs, donc c'est assez conséquent. Et puis il y a une petite phrase d'Yves Bigot, qui est le DG, que je trouve intéressante. Parce que c'est vrai que TV5 Monde, on se dit c'est des médias, c'est une cible en termes d'image, mais c'est pas du secteur de la défense, il n'y a pas d'argent à voler, voilà. Et il dit quand même cette petite phrase, c'est une entreprise qui ne prend pas en compte la situation de cyberattaque et de cyberguerre, fait une erreur de gestion majeure. Donc du coup, sur cette organisation, pour revenir aux bonnes pratiques sur comment est-ce qu'il faut être organisé, je dirais qu'il faut bien avoir préparé en amont ces sujets de gestion de crise, savoir quel type d'incident on sait détecter aujourd'hui, avoir cette honnêteté intellectuelle de dire aujourd'hui on détecte rien, ou aujourd'hui on détecte tel et tel incident, s'organiser avec son conseil, avec les huissiers, avec des experts en sécurité qui soient externes ou internes, et avoir identifié les bons interlocuteurs en interne. Potentiellement être prêt à mettre des moyens de communication hors DSI, parce que typiquement si on a un incident ou une fraude sur de la messagerie interne et qu'on a une compromission des administrateurs techniques, on ne va pas utiliser les mails internes pour communiquer. Ensuite c'est la compréhension de l'attaque, donc savoir sur quel support physique a eu lieu l'attaque, est-ce qu'on arrive à identifier quelques postes de travail, quelques serveurs, des équipements réseau, est-ce que c'est une attaque qui a porté sur de l'infrastructure interne, ou est-ce que c'est une attaque qui a été effectuée chez nos partenaires ou nos sous-traitants, nos fournisseurs de cloud, les éditeurs avec lesquels on utilise des solutions en SaaS, des choses comme ça. Et puis la partie analyse des traces. Et là, en termes de bonnes pratiques
un petit peu générique, il y a un sujet, c'est d'arriver à protéger les traces. Et c'est un compromis entre intervenir rapidement, et souvent en interne on essaye de faire des choses, mais quand on essaye d'intervenir, et ben on va potentiellement altérer certaines traces. Donc il y a le sujet de mise sous séquestre. Si on peut ne pas éteindre les... Si on détecte très rapidement l'attaque, si on peut ne pas éteindre les équipements, on va pouvoir essayer d'analyser leur mémoire à chaud, ce qui peut permettre de remonter le plus d'informations possible. Bon, malheureusement, dans la vraie vie, c'est très rarement le cas. Et puis, sinon, c'est s'assurer qu'on n'altère pas les traces et qu'on a bien fait une copie qui a valeur probante le plus tôt possible pour pouvoir après aller voir nos assureurs, aller voir notre conseil pour pouvoir mener les actions qui vont bien. Merci. Alexis, justement, comme tu travailles aussi du côté des assureurs parfois en ta qualité d'expert informatique, en tout cas expert côté assurance, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté pour les entreprises à vouloir à la fois évidemment collecter les preuves pour pouvoir ensuite agir et vite restaurer le système, être de nouveau en sécurité, sécuriser ses données et pouvoir reprendre une activité normale? Si, enfin, c'est vraiment sûrement les choix les plus difficiles à faire lors d'une crise. Est-ce qu'on éteint tout? Est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on communique pas? Et si on communique, à qui on communique? Est-ce qu'on arrête les salariés? Toutes ces questions-là, finalement, se posent en même temps que les techniciens informatiques essaient de savoir un petit peu ce qui se passe. Il faut comprendre, quand on est... Alors, sur le GDPR, ce qui est très compliqué, c'est que si on est sur une violation de données, très souvent, on est informé par quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise qu'il y a des données soit qui traînent sur des réseaux parallèles, soit par des utilisations et des recoupements d'informations qui font qu'on remonte jusqu'à l'entreprise. Et là, ce qui est très compliqué d'un point de vue technique, c'est pas comme ransomware où c'est immédiat, c'est que là, il faut aller chercher sur des années et des années, peut-être, d'intrusion dans le système. Et donc, c'est quelque chose qui... Là, on n'est plus du tout à la télé où en 2 minutes, on trouve exactement ce qui s'est passé, on est capable d'établir un diagnostic. C'est quelque chose qui peut être très long. Donc, on a à la fois les équipes techniques qui, parfois, n'ont pas de réponse immédiate, sont pas en capacité d'aiguiller leur direction, leur board sur qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on communique, est-ce qu'on communique pas, est-ce qu'il vaut mieux arrêter le système pour arrêter finalement l'intrusion, ou est-ce qu'il vaut mieux la laisser en cours pour aller regarder, essayer peut-être d'identifier d'où ça vient, et grâce à ça on identifiera mieux. Aujourd'hui l'assureur, en tout cas pour ceux avec lesquels je travaille, va essayer de s'intégrer à ces réflexions-là. Le but du jeu étant d'apporter aux assurés les compétences qui parfois manquent dans l'entreprise. Tout le monde n'a pas forcément un service de communication interne très développé. Tout le monde n'a pas forcément 100 techniciens informatiques qui sont susceptibles d'intervenir à la demande. Donc il y a tout un panel de services qui peuvent être mobilisés à travers des contrats d'assurance. Mais c'est vraiment l'esprit, c'est de dire... On a une crise, cette crise elle n'est pas uniquement technique informatique, elle est informatique, mais il y a beaucoup de décisions à prendre dans un délai assez court, et pour prendre les meilleures décisions et pour ne pas les regretter après, il vaut mieux contacter des spécialistes qui sauront guider chaque personne sur la communication, sur éventuellement les aspects juridiques, sur les aspects commerciaux, sur les aspects RH, et puis, le cas échéant, aussi apporter un soutien en ressources sur l'aspect technique, parce que on se dit un ransomware, il suffit d'éteindre le poste et de le réinstaller. Si vous avez 300-400 postes informatiques à réinstaller, si vous avez 4 techniciens, c'est pas la même chose que si vous en avez 40. Donc, on est aussi face à des moyens qui sont à mettre à disposition sur un délai très rapide, et si on n'a pas préparé en amont, l'assureur est là aussi pour pallier à des manques de l'entreprise. D'accord. Mais Alexandra, dans l'hypothèse justement où l'entreprise serait assurée et ferait appel à son assureur pour l'aider pendant cette période de crise, est-ce qu'elle peut quand même garder la main sur le choix de son avocat, le choix de son prestataire informatique, ou est-ce que... Alors, il n'y a absolument pas de réponse absolue sur ce sujet-là.
En tout cas, en ce qui concerne l'avocat, parce qu'on est sur une typologie en général de police particulière, mais en tout cas, on est sur un risque très particulier. Et sur les risques très particuliers, c'est vrai que le choix de l'avocat se discute beaucoup plus aisément entre l'assuré et l'assureur. Il peut même parfois être déterminé en amont de la crise lors de la souscription du contrat. Et en tout cas, au moment, si ça n'a pas été fait dans le contrat, au moment de la réalisation du risque, l'assuré peut bien évidemment garder la main sur la désignation de l'avocat ou au contraire avoir un intérêt particulier parce qu'il n'a pas un avocat spécialisé en la matière à faire confiance à un assureur qui, lui, travaille toujours dans la mesure où il mutualise les risques de plusieurs entreprises avec des avocats spécialisés par domaine d'activité. En ce qui concerne l'expert, il me semble, sous la confirmation d'Alexis, bien évidemment, puisque tel est son rôle, il me semble que quand bien même l'entreprise souhaite travailler avec soit ses ressources internes, soit son prestataire informatique habituel, l'assureur désignera en tout état de cause son expert et il me semble qu'en général, il y a un consensus malgré tout qui se forme pour que l'assuré accepte d'avoir pour seul expert celui de l'assureur, dont encore une fois, c'est précisément le métier. Et ça, c'est l'avantage de la mutualisation des risques par les assureurs. En tout cas, l'assureur voudra effectivement, à minima, que son expert puisse être aux côtés, le cas échéant, des experts de l'assuré, parce que l'assureur accompagnera l'assuré non seulement dans la gestion de crise, mais surtout dans les étapes ultérieures qui consisteront à permettre l'indemnisation des dommages de l'assuré d'une part, et éventuellement les recours dont l'assuré est victime ou que l'assuré voudra mener à l'issue de la détermination des raisons de la cyberattaque. Et pour ce faire, l'assureur doit avoir une vision très exacte de ce qui se passe au moment où ça se passe et pas a posteriori. C'est tout à fait juste. Ce qui est difficile pour nous en général quand on intervient après sinistre, c'est qu'il faut expliquer à un assureur finalement quelles étaient les options de l'entreprise pendant la crise. Et donc on est obligé de raconter l'histoire et d'expliquer à tel moment, il y avait tel choix ou tel choix, l'assuré a fait tel choix, et peut-être qu'à posteriori, ce choix était peut-être pas le meilleur. Et c'est ce qui rend parfois les dossiers d'expertise un petit peu compliqués, parce que l'assureur peut avoir tendance à dire oui, mais s'ils nous avaient consultés au moment où ils ont eu l'incident, on les aurait accompagnés. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que peut-être qu'on aurait fait le même choix. Et donc peut-être qu'in fine, le choix n'aurait pas été le meilleur. Mais au moment où on le fait, étant donné qu'il y a l'expert d'assurance et l'ensemble des acteurs proposés par l'assureur qui sont présents et partie prenante au sinistre, cette discussion, elle n'existe plus après. Parce que l'assureur, dès lors qu'il a ces personnes qui le représentent pendant la crise, ne peut pas dire après « Oui, mais tous les gens que je vous ai mis, ils servent à rien, il fallait faire l'autre choix. » Donc je pense qu'au-delà de la volonté de l'assureur de tout verrouiller, d'être sûr que tout se déroule correctement, il y a aussi, je dirais, une facilité supplémentaire pour nous derrière à décrire le sinistre. Et comme l'assureur est informé en temps réel, quasiment, si le sinistre est important, de ce qui se passe, il y aura beaucoup moins de discussions a posteriori. Et c'est ça souvent qui crispe le plus les relations entre les assureurs et les clients, parce qu'on peut remettre en cause des choix réalisés 2, 3, 4 mois avant. Et puis, il y a la notion, alors je voulais juste apporter une petite... il y a la notion d'expert, le métier que je fais qui est aussi de comprendre la chose technique et de la rapporter à l'assureur pour que l'assureur puisse se l'approprier et la comprendre. Les assureurs aussi proposent parfois, en complément des prestataires habituels, des vrais prestataires, ce que j'appelle des pure players en sécurité informatique, pour ajouter du nombre ou des compétences supplémentaires. Parfois c'est intéressant, parfois ça ne l'est pas, mais dans tous les cas, ce qui est vraiment primordial, c'est que si vous faites la démarche de souscrire une police cyber, il faut se poser la question comment vous allez l'utiliser. Et aujourd'hui, nous, on participe à de très nombreuses réunions de souscription, au moment où le contrat est signé, pour dire, bon voilà, le jour où il faut lever la main, c'est cette personne-là qui va venir chez vous.
Donc, est-ce que pour que cette personne-là ait accès à des documents de chez vous, est-ce qu'il faut qu'il signe un papier? Oui, ah ben on va le faire maintenant. Nous, on a déjà été sur un dossier où, comme le sinistre nous a été remonté le week-end, on a dû attendre le lundi que tous les juristes soient de retour pour signer un NDA. Donc on a perdu 2 jours. C'est la vérité. Donc le principe, c'est de se dire, comme on prépare les attaques d'un point de vue technique, on prépare la crise, quand on signe un contrat cyber, on se dit aussi, j'achète ou je vais disposer d'un certain nombre de services. L'idée, si je souscris une police cyber, c'est que potentiellement je peux utiliser ces services. Et donc autant anticiper et comprendre quels sont ces services et faire en sorte que le jour où j'ai besoin de les utiliser, tous les feux soient ouverts et que tout soit prêt. Merci. Et juste pour terminer sur cette dimension de crise, quand on a donc découvert qu'une attaque était en cours au sein de l'entreprise, est-ce que, Florence, est-ce qu'on doit prévenir nos clients? Est-ce qu'on doit prévenir nos partenaires qui ont peut-être des interfaces d'ailleurs avec notre propre système? Est-ce qu'on doit communiquer au-delà des autorités, juste pour les gens qui travaillent avec nous mais qui sont extérieurs à l'entreprise? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a une obligation de notification à la CNIL en cas de violation de données personnelles, sauf si on arrive à démontrer qu'il n'y a pas de risque d'atteinte aux droits et libertés des personnes. Et on va avoir cette même démarche en se disant, est-ce qu'il y a un risque d'atteinte grave aux droits et libertés des personnes? Si la réponse est non, on n'a pas d'obligation de notifier les personnes concernées du fait qu'on a eu une violation de leurs données à caractère personnel. Si en revanche on identifie qu'il y a un risque d'atteinte grave à leurs droits et à leur liberté, on aura une obligation de notification auprès de ces personnes-là, sauf si on arrive aussi à démontrer, alors il y a un certain nombre d'exceptions qui vont être, si on arrive à démontrer que finalement entre le moment où on a perdu ces données, où elles nous ont été volées, et le moment où on a identifié cette perte, les données ont été rendues illisibles. Donc on a un certain nombre d'exceptions qui vont nous permettre de ne pas avoir à notifier les personnes. Il faut savoir que aux États-Unis, cette obligation de notification des violations de données aux personnes concernées existe depuis fort longtemps et que c'est un coût monstrueux pour chaque entreprise quand il s'agit de notifier les personnes de manière individuelle. Parce que le choix de la notification va dépendre des entreprises, mais on pourra faire un courrier, on pourra envoyer un email. Dans des cas où on a une violation de données massives, on pourra aussi faire une communication dans un journal. Mais des banques avaient fait une étude et avaient considéré que avoir à notifier à chaque personne de manière individuelle une violation de données coûterait 12 € par personne. Quand on multiplie par des millions de clients dans une banque, par exemple, le coût est absolument monstrueux. Sans parler évidemment de la remédiation informatique, du coût des avocats, parce que vous savez que les avocats sont très chers. Ce sont des coûts à anticiper parce que on a des vraies charges à ce moment-là. Donc la notification de la violation aux personnes concernées peut effectivement intervenir. La CNIL peut aussi considérer qu'au regard de la violation que vous avez subie, elle va vous imposer, vous pourriez considérer en disant non, mais il n'y a pas de risque d'atteinte grave aux droits et libertés des personnes, donc je ne vais pas informer mes clients. La CNIL peut vous l'imposer en considérant que contrairement à ce que vous avez analysé, il y a un risque et que donc il faut informer les personnes concernées. Il faut évidemment, dans ces cas-là, préparer cette communication et ne pas dire tout et n'importe quoi aux clients dont les données ont été violées. Ça peut être des clients, ça peut être des prestataires. Enfin, quand je dis les personnes concernées, ça va être les personnes dont les données ont disparu, ont été corrompues, ont été détruites ou voilà. Sachant qu'il y a des débats, je me permets juste un petit point, il y a des débats actuellement, un gros lobbying qui est fait au niveau de l'Europe sur le GDPR parce que le GDPR vous dit que vous devez notifier à compter du moment où vous avez connaissance de la violation de données à caractère personnel, sauf s'il n'y a pas de risque d'atteinte aux droits et libertés des personnes. Et les entreprises poussent en ce moment pour qu'on considère que les 72 heures ne courent qu'à compter du moment où on a eu connaissance et on a fait l'analyse qu'il n'y avait pas de risque d'atteinte aux droits et libertés des personnes, ce qui permet de repousser quand même pas mal le délai de 72 heures. Évidemment, la CNIL dit non, mais il y a quand même un lobbying qui est fait à ce niveau-là par différentes organisations professionnelles et par un certain nombre de nos clients.
Merci. C'est ce qui nous permet de faire en plus la transition sur maintenant. On est post-crise, donc on a géré, on a collecté les preuves, on a éventuellement notifié dans les 72 heures. Que risque l'entreprise si justement il est avéré qu'elle a manqué à ses obligations de sécuriser les données ou de notification, notamment au regard du RGPD? Donc l'absence de notification de violation de données peut être sanctionnée pour les entreprises européennes d'un montant de 2% du chiffre d'affaires mondial consolidé ou 10 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. On ne sait pas exactement comment les autorités de contrôle européennes vont réellement appliquer ce GDPR. Est-ce qu'elles vont aller dès les premières sanctions sur 2% du chiffre d'affaires mondial? On ne pense pas. L'approche pour le moment des autorités de contrôle est de dire c'est un montant maximum, l'idée étant que ce soit une épée de Damoclès qui soit au-dessus de la tête des entreprises et que les entreprises mettent tout en œuvre pour éviter la sanction. Donc le discours de la CNIL actuellement est de dire on va être quand même modéré dans notre approche, on ne va pas aller jusqu'à 2%, mais on n'en a aucune espèce d'idée tant qu'on n'a pas vu exactement ce que ça allait donner. Actuellement, avec la loi informatique et liberté, le montant des sanctions peut aller jusqu'à 1 million d'euros avec la loi pour une république numérique, mais dans la réalité, il n'y a pas eu de sanctions sur le fondement de la loi République numérique qui soit allée jusque-là. Et quand on avait la loi informatique et liberté avec un montant maximum de 300 000 euros, les montants de sanctions, en fait 300 000 euros en cas de récidive, les montants maximum actuellement sont de 150 000 euros qui était la première infraction pour une sanction en France. Donc les montants ne sont pas très élevés actuellement, mais le plafond maximum des sanctions n'était pas très élevé. Avec l'augmentation du plafond des sanctions, on imagine que les autorités de contrôle vont se faire plaisir et vont sanctionner un peu plus, mais pas dans des, a priori sur les premières sanctions, pas dans des montants qui sont de l'ordre de 2% du chiffre d'affaires mondial. Et comment est-ce que cette responsabilité peut s'articuler avec les relations que les entreprises ont avec leurs prestataires extérieurs, dès lors que souvent, enfin dans beaucoup de cas, finalement, l'informatique est externalisée. Donc, il y a une attaque, il y a un manquement éventuellement quelque part, mais on avait un prestataire qui était en charge de notre système. Alors, ce que l'on constate actuellement chez nos clients, c'est que tous les clients qui externalisent leurs prestations informatiques chez des tiers essayent de renégocier leur contrat informatique pour faire porter sur la tête du prestataire informatique l'entière responsabilité de la violation de données si la violation de données intervient du fait du prestataire informatique. Ce qui veut dire qu'on a des débats assez intenses avec les prestataires informatiques quand on est côté client ou inversement avec les clients quand on est côté prestataire informatique pour négocier les clauses limitatives de responsabilité. Vous savez que dans les contrats informatiques, la plupart du temps, le prestataire accepte de porter une responsabilité. Mais cette responsabilité va être limitée à 1 an de contrat, 2 ans de contrat, enfin 1 an du montant du contrat, 2 ans du montant du contrat. Mais cette responsabilité ne sera jamais déplafonnée, sauf faute lourde par exemple, ou un certain nombre de cas où on peut déplafonner sa responsabilité, manquement à une obligation essentielle. Actuellement, on essaye, quand on est côté client, de déplafonner la responsabilité du prestataire pour lui dire tout manquement que tu feras à la loi informatique et liberté ou au GDPR, enfin la loi informatique et liberté modifiée pour tenir compte du GDPR, sera déplafonné et donc tu auras une entière responsabilité sur ta tête en cas de manquement. Évidemment, côté prestataire, il y a un refus total de ce genre de déplafonnement parce que le prestataire va dire mais moi j'ai aussi ma propre responsabilité avec le GDPR. Un petit point important, c'est que dans la loi informatique et liberté, le seul responsable vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de la CNIL était le client. Désormais, le sous-traitant a aussi sa part de responsabilité dans le cadre du règlement. Et donc, dans les négociations contractuelles, le sous-traitant dit « mais jamais de la vie je vais accepter un déplafonnement de ma responsabilité, sachant que j'ai aussi ma propre responsabilité du fait du GDPR ». Donc, on a des négociations sans fin qui sont passionnantes, hein, c'est des super négos, mais où on a du mal à avoir un client satisfait et un sous-traitant satisfait autour de la table. Et précisément, Alexis, tu peux nous éclairer là-dessus. Quels sont, puisqu'on parle des risques et de comment les encadrer, quels sont les types de préjudices
qui peuvent résulter d'une cyberattaque? Alors on va avoir tout d'abord ce qui s'est produit plus tôt cette année, c'est une interruption du système d'information pendant un délai plus ou moins long, sur un périmètre plus ou moins large, qui peut s'étendre à toutes les fonctions de production. Puisqu'il faut bien avoir en tête que dans les systèmes industriels, parfois finalement les écosystèmes informatiques les plus vulnérables sont les systèmes industriels, puisqu'ils sont là depuis des années. On les tient tant bien que mal parce que ça fonctionne et que l'objectif est toujours de limiter le coût de production. Et donc on n'a pas forcément la nécessité de changer une version de Windows parce qu'il y en a une nouvelle alors que ça marche très bien comme ça. Donc l'indisponibilité des systèmes d'information, donc ça c'est pas tellement nouveau parce que on a déjà, nous, ces dossiers, on les a depuis 20 ans avec. Avant, c'était des pannes matérielles. Il y a des pannes, comme il y a eu la semaine dernière chez OVH par exemple, avec l'arrêt de fourniture d'alimentation électrique. Il y a des ruptures de réseau. Donc, tous ces cas-là qui ont déjà produit des interruptions de service, finalement, les entreprises y sont déjà plus ou moins habituées. Ce qui est plus compliqué, c'est quand même la remédiation, puisque si on prend le cas d'un ransomware qui pollue un nombre important de machines, le délai de retour à la normale est très important, et il y a un vrai risque de perte de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cas les plus graves d'attaque ransomware sont lorsque les entreprises qui ont été attaquées et pour lesquelles l'attaque a fonctionné n'ont pas de sauvegarde complète saine. Alors parfois, ils en ont une vieille version, et donc il y a tout un delta de données à reproduire. Parfois, ils se rendent compte que finalement, la sauvegarde, ça faisait 1 an qu'ils changeaient la cartouche, mais que ça ne marchait pas. Ou parfois, ils se rendent compte qu'ils avaient un système de sauvegarde qui n'était pas étanche à ce type de risque. Parce que finalement, ils copiaient les données sur un autre emplacement dans le réseau, en se disant, ça couvre le cambriolage, si je me fais voler la ressource comme l'autre est dans un autre local, a priori, ça couvre le risque de cambriolage, d'incendie, donc tout ce qui est physique. Pour autant, dès lors qu'un ransomware aime bien se propager sur le réseau, en général, si on le laisse faire, il va jusqu'à la sauvegarde. Et là, c'est compliqué. Et donc, parfois, on a été dans l'obligation de dire à certaines sociétés, parce qu'elles avaient le risque de mettre la clé sous la porte, que potentiellement le paiement de la rançon était une opportunité à ne pas négliger. Parce que entre ça ou repartir de rien ou mettre la clé sous la porte, les rançons, c'est jamais des montants très importants. Le principe, c'est de la payer. S'ils mettent un montant trop important, finalement, il y a trop d'aléas. En mettant un montant faible, ils se disent que vous allez franchir le pas, et globalement, les chances d'obtenir les données sont plutôt importantes, puisque c'est le modèle économique. Donc même si c'est pas parfait, on ne peut pas se dire à la fin, je ne mets pas les 5 000 € peut-être pour sauver l'entreprise. Donc ça, c'est l'interruption vraiment du système. Après, il y a tous les cas un peu pernicieux et qui vont, l'année prochaine, avec l'arrivée du GDPR, être réellement apporter de nouveaux postes de réclamation, de préjudice, puisque aujourd'hui, si une entreprise se fait voler des données, elle essaie de comprendre pourquoi, elle peut mettre fin à l'intrusion, mais globalement, ça peut s'arrêter là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'obligation de notifier, elle n'a pas d'obligation de mettre sur la place publique qu'elle a été victime. Dans 1 an, c'est un petit peu plus compliqué. 6 mois, pardon, excusez-moi, c'est vrai, je dis c'est en 2018, mais bon, dans 6 mois. C'est un petit peu plus compliqué, parce que si on transpose le même cas dans 6 mois, avec l'obligation de notifier, il y a à la fois donc les frais de notification qui sont qui ont des coûts, c'est exorbitant. Et ça, c'est juste pour notifier. Hein. On n'a rien résolu. On n'a pas résolu l'incident technique, on n'a rien. Derrière, il y a la perte d'image. C'est-à-dire que, contrairement à aujourd'hui, si demain on communique aux clients, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, que les données ont été compromises, il y a potentiellement une perte d'image, alors qui peut se valoriser par une perte dégringolade de l'action en bourse, comme ça a été le cas par exemple aux États-Unis avec Equifax, qui a perdu 30%, je crois, en 1 mois ou un petit peu plus. Donc il y a la perte d'image, la perte de réputation, et donc, en conséquence, perte de chiffre d'affaires, perte de marge, tous ces éléments-là. Et bien évidemment, il y a les postes de réclamation classiques, type frais supplémentaires, engagés par l'entreprise, mais qui, sur des crises cyber, sont énormes, parce que, comme vous l'avez compris, on va mobiliser peut-être des prestataires techniques supplémentaires,
mais pas que. Un avocat, une société spécialisée en gestion de crise, en communication, les frais de notif, parce qu'après, une fois que vous faites de la notification, potentiellement, il faut mettre peut-être des personnes au téléphone. Si vous mettez un numéro d'appel, si vous souhaitez que les personnes puissent s'adresser à quelqu'un, donc c'est tout ça. Donc les frais supplémentaires peuvent être réellement importants. J'ai une petite question justement par rapport à la réputation, parce que certains de nos clients ont tendance à dire, bon, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'être les premiers à notifier avec le GDPR, mais une fois que toutes les entreprises auront notifié, parce que tout le monde perd des données tous les jours, est-ce qu'il n'y aura pas une systématisation de l'information qui fait qu'on n'aura pas de risque particulier? Vous en pensez quoi? Je suis assez d'accord. Et déjà cette année, quand on voit la répercussion des premières attaques, alors qu'il n'y avait pas de notion de violation, hein, c'était uniquement, si on prend les 2 attaques du mois de mai et juin, WannaCry avec principalement Renault qui a été mis, et Petya avec Saint-Gobain, ces 2 sociétés-là ont été réellement mises en exergue parce que c'est les premières victimes françaises. Et donc, dans 6 mois, les premières sociétés à notifier, alors il y avait déjà eu Orange, je ne sais pas si vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, Orange, c'est Orange, donc c'est un petit peu particulier. Très clairement, les premières sociétés qui vont notifier, ça sera compliqué pour elles par rapport à la réputation. Et effectivement, il y a une sorte de forme de culpabilité à annoncer à tout le monde qu'on a été victime d'une attaque et que l'attaque a fonctionné. Pour autant, comme on l'a dit aujourd'hui, d'un point de vue technique, on va dire que tout le monde potentiellement peut être victime d'une attaque. Peut-être qu'il y en a qui le sont, mais qui ne le savent pas encore. Et donc, effectivement, je pense que avec la volonté du GDPR, c'est d'élever le niveau de protection, pas fondamentalement de sanctionner, mais il y a vraiment, je pense, aujourd'hui, une désinvolture peut-être parfois sur la gestion de ces données-là, et le principe de notifier, je pense qu'il est aussi important que l'amende possible, puisque finalement on se fait peut-être plus de mal en disant à nos clients, regardez, vous nous avez confié vos données parce que j'ai mis un programme de fidélité client, vous m'avez donné votre adresse, votre numéro de téléphone, les prénoms de vos enfants, et moi derrière je les ai stockés comme ça, j'ai pas mis de moyen de protection, et donc ça, peut-être que dans un an, ça sera plus grave que payer 1 million ou 2 millions d'euros à la CNIL, qui est une amende, et après on passe à autre chose. Et très clairement, par exemple, sur le cas de VTech, c'était en fin d'année dernière où une fuite de données avec toutes les photos des enfants, les noms des enfants, les logins qui se retrouvent sur le net, c'est quelque chose après quand même, quand vous êtes au Noël d'après, vous dites est-ce que je vais racheter un jouet VTech? Parce que très concrètement, le fait de notifier va donner aussi un peu de visibilité à vous, clients de ce type de société-là, sur la façon dont ils gèrent vos données, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, que ce soit en B2B ou en B2C. Quand vous créez un compte sur n'importe quel site marchand, vous ne savez pas derrière comment c'est géré. Demain, le fait que ce soit notifié, à la fois, il y aura, il y a eu une violation, et puis je pense que l'information circulera sur, en plus, parfois on peut pas reprocher à une société d'avoir tout mis en place et quand même d'avoir été piraté. Mais parfois, on sera dans des cas où on se rendra compte que tous les moyens de protection n'avaient pas été mis en place, et donc il y avait une gestion qui n'était pas au niveau attendu. Pardon, juste un petit mot. Après, oui, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais justement, la CNIL va tenir compte de l'ensemble des moyens qui auront été déployés pour octroyer ou pas une sanction. C'est cette démarche d'accountability dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est pour l'entreprise de démontrer qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures possibles et possibles pour protéger les données. Et dans cette démarche, lors de la violation de données, la CNIL ira vérifier tout ce que vous avez mis en œuvre pour essayer de protéger au maximum. Et donc, on sera vraiment dans une démarche de bonne foi. Donc, il faudra pouvoir documenter l'ensemble des mesures qui ont été prises pour limiter le dommage. Merci. Bon, on comprend que les coûts pour l'entreprise peuvent être très conséquents et finalement, dans la typologie de préjudice qu'Alexis présentait, c'est quand même très varié puisqu'on va avoir tant l'investigation que éventuellement changer tout le matériel informatique, mais aussi gérer son risque de réputation, éventuellement payer des sanctions administratives. Alexandra, qu'est-ce qui est assurable dans tout ça ? Alors, je pense qu'il serait presque plus rapide de répondre à cette question par l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est inassurable dans la typologie donc des
conséquences préjudiciables d'une attaque. Ce qui est clairement inassurable, même si on n'a pas évoqué ça, ce serait d'éventuelles sanctions pénales qu'encourrait une entreprise dont, par exemple, l'attaque révélerait qu'elle a commis des manquements pénalement répréhensibles. Alors, c'est un peu un cas d'école, bien évidemment, puisque quand on est là pour vous parler de cyberattaque et quand vous êtes là pour nous écouter, vous donner des conseils pour gérer une crise, une après-crise et pour prévenir la crise, vous ne pensez pas que vous pourriez être, recherché en tant qu'éventuel auteur responsable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas totalement ignorer, et il se trouve en tout cas que la sanction pénale est absolument inassurable. La sanction administrative, puisque tout à l'heure Florence vous en a parlé, et celle-ci pour le coup, elle est peut-être un risque beaucoup plus prégnant en cas de cyberattaque et en cas de mauvaise réaction à la cyberattaque. Il y a un débat au jour d'aujourd'hui sur l'assurabilité de la sanction administrative, donc je ne vais pas rentrer dedans, mais disons qu'à minima, la gestion donc des conséquences de l'attaque qui permettrait de dire que vous avez eu une bonne gestion et que quand bien même il y aurait malgré tout une sanction administrative, l'élément intentionnel à charge de l'entreprise ne peut pas être retenu, est un point de vigilance, puisque on dira qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il y a des débats en doctrine et en jurisprudence sur l'assurabilité d'une sanction administrative, il faut à minima que cette sanction ne vienne pas, ne soit pas la résultante d'un comportement qui serait considéré comme intentionnel. Une fois qu'on a dit ça, globalement, tout le reste est absolument assurable, puisque on est sur une typologie de préjudices qui sont assez classiques. Les pertes d'exploitation de l'entreprise sont couvertes. Et donc au nombre de ces pertes d'exploitation, si je reprends les exemples que donnait Alexis tout à l'heure, eh bien vous aurez à la fois les pertes consécutives à une interruption de la production qui serait elle-même consécutive à l'interruption des services informatiques. Vous avez dans les pertes d'exploitation les éventuelles conséquences en termes de perte de clientèle que la perte d'image elle-même aurait généré aux yeux du public et des clients de l'entreprise. L'ensemble des frais supplémentaires sont assurables. J'attire votre attention sur le fait que pour l'instant je parle d'assurabilité et non pas d'assurance, c'est-à-dire que ce qui est assurable n'est pas forcément assuré. On y reviendra in fine sur comment couvrir ces risques, mais en tout cas, en tant que tel, tous les frais supplémentaires, y compris les frais de gestion de crise, y compris les frais de négociation en cas de ransomware, y compris les frais d'agence de communication et y compris bien évidemment tous les frais d'investigation, sont assurables. Ils peuvent effectivement faire l'objet d'une couverture d'assurance. Et de la même façon, la deuxième grande famille de risques, puisque là on a évoqué les préjudices qui seraient subis par l'entreprise, la deuxième grande famille de risques, c'est la gestion de la relation de l'entreprise avec les tiers potentiellement victimes, donc notification, faire face à des réclamations, tout cela est également parfaitement assurable, mais encore une fois, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, à condition de bénéficier d'une couverture qui soit en adéquation avec ce type de risque, puisque on est quand même, pour certains préjudices, sur des préjudices qui ne sont pas très classiques et qui ne sont donc pas nécessairement couverts par des contrats classiques. Merci, mais on entend souvent des entreprises dire aussi au moment où elles sollicitent leur assureur que finalement, en regardant de plus près dans leur contrat, il y a des clauses d'exclusion qui sont telles qu'on va leur dire si vous êtes victime d'une attaque, c'est bien qu'en amont, vous n'aviez pas respecté les prérequis techniques qui étaient prévus au contrat, et donc si vous laissez la fenêtre ouverte, vous n'êtes pas couvert. Est-ce que tu peux nous dire un mot des hypothèses classiques d'exclusion de ces contrats ? Alors, je ne vais pas vous dire un mot des hypothèses classiques parce que justement, on n'est pas dans un schéma classique du tout. Les hypothèses classiques, c'est bien évidemment les conséquences de la guerre, la réponse à des injonctions étatiques, la faute intentionnelle. Tout cela est connu, on le retrouve ici comme on le retrouve ailleurs.
C'est vrai que dans les polices cyber aujourd'hui, pour que la couverture d'assurance puisse jouer, et là je rebondis sur ce que disait Alexis tout à l'heure en rappelant que c'est pour ça aussi qu'il est nécessaire que l'expert d'assurance, que l'assureur soit informé dès la révélation de l'attaque et que l'expert d'assurance puisse intervenir immédiatement aux côtés de l'entreprise pour que l'assureur puisse veiller qu'on est bien dans le cadre de sa garantie. Dans les polices cyber, ce que l'on retrouve généralement en matière d'exclusion, c'est deux grandes familles d'exclusion, je dirais, qui sont très spécifiques à ce type d'attaque. La première famille d'exclusion, c'est celle qui va permettre de vérifier est-ce qu'on est bien sur un risque cyber et pas sur autre chose. Par exemple, sont exclus de la police cyber le fait que votre fournisseur, votre prestataire informatique, finalement cesse brutalement la relation contractuelle et ne vous permette plus d'accéder au réseau parce que vous-même, vous auriez violé à son égard un certain nombre d'obligations. En clair, n'est pas couvert et est donc expressément exclu d'une police cyber le fait que vous n'ayez pas payé vos prestations informatiques pendant 6 mois et qu'à un moment, il vous coupe l'accès à votre réseau. De même, bien évidemment, sont exclus les pannes EDF ou les différentes pannes de prestataires qui vous fournissent l'électricité. Donc la première typologie d'exclusion très particulière, c'est celle qui permet de bien déterminer, ce qui n'est pas forcément toujours évident d'ailleurs au départ, si on est dans une attaque cyber au sens des garanties cyber ou si on est dans un événement qui n'a strictement rien à voir. La deuxième typologie, qui est celle peut-être la plus importante de risque, c'est celle qui va amener finalement l'assureur à vous dire quand j'ai accepté de vous garantir, c'est au regard d'une présentation de votre fonctionnement et des sécurités que vous avez installées sur votre système informatique. J'ai donc couvert un risque que j'avais moi-même quantifié au regard d'un certain nombre de mesures de prévention et de protection dont vous m'avez fait part. L'assureur, effectivement, quand il accepte de garantir un risque, soit il accepte de garantir un risque, ce qui est probablement rare, mais imaginons-le par hypothèse, où l'assuré dit « moi j'ai aucune précaution et aucune protection, donc de toute façon le risque il est vraiment majeur et puis je suis prêt à payer une forte prime », soit ce qui est fort probablement dans 100% le cas, l'assuré a, y compris d'ailleurs avec son assureur, mis en place des systèmes de précaution pour prévenir le risque, pour éviter qu'il arrive, et des systèmes de protection qui, eux, sont là dans l'hypothèse où le risque surgit pour en minimiser les conséquences. Donc, dans les clauses d'exclusion, effectivement, que l'assureur met dans les polices cyber, il y a bien évidemment des clauses d'exclusion qui sont en relation avec des engagements qui ont été pris avec l'assuré, de sorte que si l'assuré ne respecte pas ses engagements, à ce moment-là, l'assureur n'a pas de raison non plus de couvrir le risque qui n'est pas celui qu'on lui avait présenté. Alors, dans les exclusions de ce type classique, et qui nécessitent bien évidemment notamment que les choses soient clairement dites en interne au sein de l'entreprise, il y aurait tous les virus qui résulteraient de la consultation de sites interdits ou en tout cas de sites potentiellement particulièrement dangereux. Je vais vous en lire une pour être tout à fait claire. Tout sinistre résultant de l'exploitation de services électroniques ou interactifs à caractère sexuel ou pornographique, ou l'exploitation de la participation à des jeux de hasard, à des jeux de concours, de loterie, de casino ou de paris. A priori, effectivement, vos salariés n'ont pas à aller sur ce type de site pendant leurs heures de travail. Et donc, effectivement, si le fait d'aller sur ce type de site est une porte ouverte pour qu'un virus s'installe dans tout le réseau de l'entreprise, ce type est inassurable. De la même façon, sont exclus tout sinistre qui résulterait pour l'entreprise d'une activité consistant à envoyer des spams, parce que l'on considère que ce sont des pratiques dangereuses auxquelles les entreprises déclarent ne pas se soumettre. Donc voilà effectivement le type d'exclusion, mais qui quelque part est en analogie avec la façon dont l'assuré et l'assureur ont contracté et les engagements de l'assuré.
Juste un mot pour rebondir sur ce que tu disais, Alexandra, pour éviter que vos salariés ne se livrent à ce genre de pratique. En général, vous incluez ça dans votre charte d'utilisation du système d'information où vous allez indiquer à vos salariés tout un tas d'exclusions ou de comportements qu'ils ne sont pas censés avoir. Pour autant, s'il n'y a pas d'impossibilité technique d'aller sur ces sites, vous aurez une exclusion de votre police d'assurance, mais si vous n'avez pas mis en place les mesures techniques pour empêcher qu'ils aillent, par exemple, sur des sites pornographiques, vous aurez quand même votre exclusion, quelles que soient les clauses que vous aurez mises dans votre charte d'utilisation du système d'information, ou plus communément appelée la charte informatique. Juste pour terminer sur les exclusions potentielles des contrats, moi je fais l'analogie avec l'évolution qu'on a pu voir sur les contrats de dommages informatiques et perte de données, où au départ, finalement, dès que les données étaient perdues, il y avait la possibilité d'utiliser un contrat, et au fur et à mesure, les assureurs ont durci un peu la position en exigeant une sauvegarde. Et après, ils se sont dit, ah oui, mais si tu fais la sauvegarde et tu poses la cassette au-dessus, l'incendie, après, ils ont exigé une sauvegarde externalisée. Donc, et au fur et à mesure, aujourd'hui, les contrats qui sont sur le marché actuellement sur le cyber risk sont la première mouture du contrat, et les couvertures sont volontairement assez larges justement pour couvrir un maximum de risques, puisque l'idée aussi pour les assureurs, c'est d'emmagasiner de l'information, de vendre des polices, et donc peut-être que dans 2-3 ans, typiquement un ransomware, je ne sais pas, hein, peut-être que ça sera exclu dans 5 ans, parce que peut-être que d'un point de vue technique, les éditeurs antivirus auront mis à jour leur solution, et que si vous avez un bon antivirus de 2020, il bloque le ransomware. Et donc typiquement aujourd'hui, il n'y a pas de limitation sur la typologie d'attaque, ce qui peut-être ne sera pas le cas dans quelques années, quand finalement ça sera rentré dans les mœurs et que toutes les entreprises auront un système capable de passer outre l'attaque assez simple. Ouais, j'ajouterais, j'ai vu quelques cas aux États-Unis, je pense qu'ils sont un peu plus avancés sur le sujet. C'est vrai qu'il y a dans la notion de gestion de risque, on a le risque brut, on met les moyens de protection ou de prévention, on a le risque résiduel, et dans la logique, on assure le risque résiduel. Faut pas non plus se dire que c'est magique, et si on a manqué à ces obligations de base, et le problème, c'est que la majorité des attaques aujourd'hui, c'est sur un manquement de base, c'est des mots de passe triviaux. Le TV5 Monde, l'attaque, c'est login égale mot de passe, ils sont rentrés par là. Un manquement au patch management, ça paraît simple de dire on va mettre à jour les infrastructures, mais en fait c'est compliqué. WannaCry, c'est ça, hein, le patch était sorti 2 mois avant l'attaque. La gestion des comptes, un collaborateur qui quitte l'entreprise, si ses accès ne sont pas révoqués une fois qu'il est plus là, c'est un manquement de base. Et on a eu déjà des cas aux États-Unis de clients qui se sont un peu dit moi j'ai une assurance cyber, du coup quand je pars de chez moi je ferme plus les fenêtres, je ferme plus la porte. Non, il y a des clients qui n'ont pas pu avoir de dommages sur une partie de ce qui était assuré, puisque dans les lignes, il y avait des choses très précises sur qu'est-ce qu'on doit patcher, sous combien de temps, et c'est pas... l'assurance, et il y a certaines clauses qui sont... il y avait les cas sur aller sur des sites pornographiques du jeu en ligne, très bien, mais ça, tout le monde le comprend, c'est évident. La réalité, elle est plutôt sur les entreprises ont du mal à traiter 3 points de base, le patch management, la gestion des mots de passe et la révocation des accès quand les gens partent de l'entreprise. C'était quoi le premier ? Le patch management, le fait de mettre à jour les systèmes, parce que si on fait une petite parenthèse sur WannaCry, l'historique c'est quoi ? C'est le 8 janvier, il y a des Russes qui s'appellent, une équipe qu'on attribue à la Russie, Shadow Brokers, qui disent sur Twitter on a volé des outils à la NSA, des outils d'attaque. Donc, la NSA fait son métier d'agence de renseignement, elle fait des outils d'attaque, c'est son métier. Le 8 janvier sur Twitter, les Shadow Brokers disent on a des outils à vendre. Le 14 mars, donc en parallèle de ça, il y a eu un sujet qui est très intéressant, c'est que probablement la NSA, qui normalement cherche à faire des outils d'attaque par exemple sur Microsoft, a probablement communiqué avec Microsoft, et le 14 mars, Microsoft publie un correctif pour une vulnérabilité critique. Et ce qui est très intéressant, c'est que Microsoft, ils ont une timeline, c'est que tous les mois, ils font ce qu'ils appellent le Patch Tuesday, ils sortent des mises à jour tous les mois. Au mois de février, ils l'ont annulé, ils l'ont pas fait, parce que probablement qu'ils ont mobilisé toutes leurs équipes pour corriger ce point-là, qui est sorti le 14 mars. C'était jamais arrivé qu'ils sortent de leur process de patch management.
Le 14 avril, du coup, Shadow Brokers, donc les Russes, se rendent compte que une partie de ce qu'ils avaient été volés a été corrigée. Du coup, ils le publient, alors qu'ils voulaient le vendre à la base, là ils le publient sur Internet, ils le donnent à tout le monde. Donc ils donnent le fameux outil qui s'appelle Eternal Blue, qui est un outil de la NSA. La NSA a dû quand même bien réfléchir, parce que c'est un outil qu'ils utilisaient depuis plus de 5 ans, c'est vraiment de l'arme numérique, donc pour le fait d'aller... Oui, enfin c'est de l'arme. Et donc là on est au mois d'avril, donc on voit que ça fait déjà un mois qu'on peut avoir corrigé ce point-là en tant que client, et bon, c'est très dur à faire dans la vraie vie, mais on peut le faire. Et le 12 mai, on a le fameux WannaCry, où là c'est une réutilisation de cette vulnérabilité-là, qui est repackagée avec un ransomware. Donc on a à peu près 300 000 machines sur Internet qui sont affectées par ce ransomware. Il y a une demande de rançon qui est assez faible, ce qui est assez étonnant regard du prix de ce genre d'outil, qui était entre 300 et 600 $, enfin en Bitcoin. Et il y a une attribution qui est faite, il y a des similitudes avec une typologie qui ressemble à Lazarus, qui est un groupe dont l'attribution va plutôt vers la Corée du Nord. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi est-ce que ça a été fait. Peut-être que ça a été fait non pas pour récupérer de l'argent, mais plutôt pour interrompre des potentielles opérations de la NSA avec cet outil historique. Mais donc du coup, pour revenir au sujet du patch management, là ce qu'on voit c'est que le 12 mai c'est l'attaque WannaCry, que plein de clients se sont pris, mais depuis le 14 mars, on pouvait déjà être protégé. Donc pour revenir au sujet des clauses d'exclusion, c'est extrêmement important d'aller dans le détail et de dire qu'est-ce qu'il y a, enfin, quelle est la durée minimale, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que je pense que dans le futur, peut-être qu'aujourd'hui on n'y est pas encore, aux États-Unis il y a déjà eu des cas où les clients, malheureusement pour s'être assurés, finalement ils n'ont pas été dédommagés. Mais je pense que dans le futur, c'est vraiment sur ces points de détail qui sont extrêmement structurants qu'il va falloir mettre l'accent. Merci Arnaud, justement, parce que donc on a un peu anticipé là sur, d'un point de vue assurance, ce qui peut être couvert, pas couvert, et les causes d'exclusion. Si on veut vraiment se positionner maintenant en prévention et tous aller s'assurer, tant dans nos entreprises qu'au cabinet par exemple, qu'on a bien tout mis en œuvre pour se protéger le plus possible, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'il est bon de faire, les bonnes pratiques? Alors, je dirais que... En amont, pas quand on est en en situation amont, de crise. je dirais que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, enfin c'est mon point de vue, mais c'est que votre système d'information, c'est quand même une colonne vertébrale, il y en a peut-être plusieurs, mais c'est quand même une colonne vertébrale de votre société. Surtout maintenant que la mode, c'est la transformation digitale, pour essayer d'optimiser les process, les coûts, etc. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que tant qu'on ne connaît pas dans le détail son système d'information, on est en aveugle, et du coup, on prend un risque qui est peut-être démesuré. Donc, il y a l'ANSSI, donc l'Agence nationale des systèmes d'information, qui a publié un guide qui est extrêmement pertinent parce qu'il est simple, qui s'appelle le guide d'hygiène. Il y a 42 points. C'est vraiment... Je pense que c'est très intéressant parce que ce guide d'hygiène, il est disponible publiquement, évidemment, mais ça s'applique aussi bien à une TPE de 2-3 personnes qu'un grand groupe. Ça va être vraiment des principes qui sont finalement surtout du bon sens, mais qui sont rarement correctement traités dans la vraie vie. Et je vous invite vraiment à lire ce guide d'hygiène qui est assez court et qui est très pertinent. Je dirais que, évidemment, pour savoir si on est bien défendu, y a une des manières qui fonctionne bien, c'est d'essayer de s'attaquer, donc de faire des audits, de faire des tests d'intrusion, parce que on ne sait jamais aussi bien défendre que quand on sait attaquer. Donc c'est une des manières de faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle le test du stagiaire. L'idée, c'est de venir dans une entreprise pendant une semaine. On vient avec des droits minimaux, un poste de travail, un compte tel que le stagiaire le moins privilégié pourrait l'avoir, et on regarde en un temps limité qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut récupérer comme information. C'est assez parlant. Ça permet d'identifier des gros risques transverses qui sont pas forcément identifiés au préalable, parce que les métiers ont plutôt... Enfin, la sécurité est plutôt organisée par silo, et on demande au projet de réintégrer la sécurité au niveau budgétaire en tout cas. Donc du coup, ils vont auditer leur périmètre, mais une vision de la sécurité transverse n'est pas toujours... la vision transverse en tout cas n'est pas toujours connue. Et je dirais, là, ce dont on parlait au début, c'est s'assurer qu'on ait de la traçabilité, parce qu'on est dans l'avant l'incident, et si on veut pouvoir comprendre l'incident,
dans le détail, pouvoir réagir rapidement, pouvoir le détecter rapidement, il faut des traces. Il faut s'assurer qu'on puisse remonter l'ensemble des événements, ce qui se passe sur le système d'information. Merci. Et Florence, pareil, si on s'y situe en prévention, quels sont les outils que peuvent mettre en place les entreprises pour aussi gagner du temps, avoir des process et être prêts en cas d'attaque? Alors, on l'a déjà quand même bien abordé, bien défloré, mais il est vrai qu'il est très très utile de mettre en place des procédures de gestion de crise, ce qu'on disait au début, afin de savoir exactement qui contacter, où, quand, comment, l'avocat, la communication, le DRH, le DSI, savoir qui va être le chef d'orchestre de cette violation de données, qui va notifier comment on va fonctionner. Beaucoup d'entreprises en France et en Europe doivent désormais nommer un DPO, un Data Protection Officer, du fait du GDPR. Et souvent, on va mettre à la tête de cette gestion de crise un DPO, le DPO, qui sera celui qui va orchestrer la gestion de la crise. Ce qu'on propose aussi beaucoup à nos clients actuellement, c'est des courriers, en fait des templates de courriers qui seront pré-rédigés pour savoir comment notifier une violation de données à la CNIL. Alors la CNIL va aussi donner des guidelines sur comment notifier avec les informations qu'elle entend récupérer dans le cadre de ce courrier. Préparer aussi les courriers de notification des violations aux clients ou aux prestataires le cas échéant, pour avoir toute une boîte à outils sur étagère qu'on va pouvoir très très rapidement sortir et utiliser, réutiliser pour pouvoir gérer la crise dans des délais acceptables. Je précise juste que les 72 heures dont je parlais tout à l'heure, si jamais on n'est pas capable de tenir ce délai, il faut savoir documenter la raison pour laquelle on n'a pas été capable de tenir le délai de 72 heures. Donc il faut documenter au maximum pour pouvoir après expliquer à la CNIL la démarche qu'on a eue. Merci. Alexandra, est-ce que une dernière recommandation sur les contrats d'assurance? Oui, alors Arnaud a parfaitement résumé les choses tout à l'heure en disant effectivement, et c'est pour ça que j'interviens à la fin sur la police d'assurance, que la première chose que doit faire l'entreprise, c'est effectivement être plutôt en audit et en prévention, mettre en place des moyens de prévention, mettre en place des moyens de protection, mais malgré tout, et je pense que vous l'avez tous compris, aujourd'hui, aucune entreprise n'est à l'abri d'une attaque cyber. Et donc, une fois qu'on a fait la prévention, une fois qu'on a fait la protection, une fois éventuellement qu'également avec ses fournisseurs informatiques, on a blindé ses clauses, il reste toujours un risque résiduel. Ce risque résiduel, aujourd'hui, il est couvert par des polices cyber. Alors, toutes les entreprises ont une assurance de dommages à leurs biens qui couvre leurs pertes d'exploitation, mais d'ailleurs pas toujours les pertes d'exploitation pures. Or là, on est dans un système de pertes d'exploitation pures, puisqu'elles ne sont pas consécutives à l'effondrement de l'usine ou à l'incendie de l'immeuble. Toutes les entreprises ont également des contrats d'assurance de leur responsabilité civile, que ce soit vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis des tiers. Cela étant, ces polices-là ne couvrent pas la majorité des typologies de préjudices qui ont été évoquées tout à l'heure par Alexis. Je dirais à vue de nez qu'elles en couvrent peut-être un tiers ou la moitié, mais pas plus. Donc aujourd'hui, sur le marché, et dans la mesure où toutes les entreprises, effectivement, on s'en aperçoit de plus en plus, sont soumises à ce risque, voire même ont été l'objet d'attaques cyber, il existe des polices spécifiques sur le marché qui, elles, ont l'avantage, dans le cadre, bien évidemment, d'une négociation, notamment au regard, encore une fois, des mesures de prévention et de protection mises en place par l'entreprise, et à condition de respecter ces mesures de prévention et de précaution, qui permettent donc d'avoir la couverture de l'intégralité des typologies de conséquences préjudiciables et de gestion de crise. Et au demeurant, la mise en place de ces contrats cyber, Alexis l'évoquait aussi tout à l'heure, lorsqu'elle se négocie y compris en préparation avec l'assureur et avec son expert de la crise, ce qui est quand même l'un des éléments et l'un des outils qui est très utile lorsque la crise survient. Merci. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions?
Bonjour, Martine Verdeau, directrice des assurances du groupe Elior. J'ai une question concernant certains types de dommages qui peuvent survenir suite à des attaques cyber. Je pense que c'est ce qui s'est passé chez Saint-Gobain notamment, où lors de certaines attaques, en fait, non seulement évidemment les systèmes sont par terre, mais en plus certaines machines sont définitivement hors service. Donc l'entreprise se voit obligée de remplacer tout un panel de matériel physique pour le coup, suite à ces attaques, parce qu'on ne peut pas être absolument certain que tout a été correctement nettoyé. Ces coûts ne sont pas pris en charge, sauf erreur, par les polices cyber actuellement. Est-ce que vous pensez que les assureurs viendront prochainement à couvrir ce type de coût qui peut être non négligeable ? Là, enfin, il y a une difficulté technique, parce qu'en général, quand l'assureur se prononce sur ce type de demande de la part de son assuré, il y a l'expert au milieu qui doit justifier si le remplacement il était pertinent ou pas, d'un point de vue technique. Très souvent, on a une vraie difficulté quant à dire est-ce qu'on efface complètement toutes les traces sur un poste. Il y avait déjà eu la question chez Sony. Sony a racheté toute une infrastructure. Quand ils ont été piratés la deuxième fois, je crois il y a 2 ans ou 3 ans, ils ont tout racheté en double. Ils ont mis de côté tous les postes qui avaient été compromis ou pas. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Et ils ont tout racheté. Et on a été dans la difficulté de dire, il a été compromis, donc moi j'ai plus aucune confiance dans ce matériel-là, même si je change, on va dire, le disque dur et la mémoire vive, ce qui sont les deux éléments qui contiennent des données, soit à court terme, soit à long terme. J'ai quand même peur qu'il reste quelque chose quelque part dans la carte mère, je ne sais pas. La vraie difficulté, c'est on est face à une preuve qui est indémontrable, c'est de dire j'ai un doute, j'ai un risque. Et c'est là où on peut se dire, si on change un disque dur, si on change une mémoire vive, est-ce que le doute technique que le moyen d'attaque reste encore dans la machine existe? Si oui, quel est le pourcentage? Parce que quand on part sur le remplacement de X machines, le coût est très important, puisque si en plus vous remplacez des machines qui sont assez anciennes, il n'y a pas que le coût de la machine. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un ordinateur qui a 10 ans, qui fonctionnait très bien sur une ligne de production, et que vous en rachetez un aujourd'hui, la difficulté, c'est également d'avoir toute la suite logicielle qui va pouvoir être installée sur l'ordinateur d'aujourd'hui. Et très souvent, les anciens logiciels ne sont pas compatibles, et donc il faut racheter des nouvelles licences. Donc il n'y a pas juste racheter une tour avec du matériel, mais il faut racheter une licence de système d'exploitation, il faut racheter un ensemble de solutions logicielles qui sont compatibles avec cette solution-là. Et donc l'impact, c'est pas juste 1000 euros de machine, c'est 1000 euros plus potentiellement tous les logiciels qui viennent s'installer sur la machine. Alors, je rejoins ce que tu dis, mais je pense que, pour moi, le bon sens serait que potentiellement il y ait une quote-part qui soit prise liée au risque, qu'il reste quelque chose sur la machine, mais en fait quand on discute avec le client, ce que tu viens de dire, c'est qu'il en profite aussi pour refondre son système d'information. Du coup, ce qui va me coûter cher, c'est du temps homme pour redéployer des machines, et tant qu'il y a à faire, j'en profite pour les changer. Alors, je ne sais pas pour Saint-Gobain, mais il y a des cas de figure où, et du coup peut-être que juste l'idée serait de garder une quote-part liée à ce risque, mais que le reste, non, c'est de l'évolution, de la refonte du système, d'une partie du système d'information. C'est tout à fait ça. On ne sera pas sur une solution binaire de je prends pas, parce que en fonction de l'attaque aussi, finalement l'impact sur le poste peut être envisagé comme important ou pas, en fonction de la vétusté du poste. Si on est sur un poste qui a 1 an, sur un poste qui est 10 ans, il y a tout un tas de paramètres qui viennent s'agréger, et en fonction, ce qui est certain, c'est que nous, dans ces cas-là, on préconise un dialogue, un échange, parce que c'est quand même intéressant pour l'assureur que l'assuré fasse évoluer son système d'information, parce que potentiellement, ça vient le sécuriser davantage et éviter peut-être un deuxième incident quelques mois après. Donc tout n'est pas négatif. Et on connaît les problématiques liées à la vétusté matérielle dans l'informatique, puisque c'est un sujet qui maintenant existe depuis que l'informatique existe, à savoir que tous les 3, 4, 5 ans, le matériel est considéré comme vétuste. Mais que malgré cela, sur les lignes de production, on peut avoir des équipements qui sont quand même assez anciens et qui tournent avec une configuration identique depuis presque 10 ans. Ce qui, juste pour résumer, donc d'un point de vue strictement assurantiel, laisse penser qu'effectivement,
Soit vous avez une police cyber qui, pour le coup, couvre pas seulement des dommages immatériels, mais également les conséquences indirectes sur des dommages matériels, ou y compris d'ailleurs sur des dommages corporels, puisque par exemple vous avez des polices cyber qui acceptent de couvrir le préjudice moral qui relève plutôt de la catégorie du corporel. Donc les polices cyber ne sont pas nécessairement limitées à de l'immatériel, et quand elles sont limitées à de l'immatériel, c'est qu'en général, on considère que l'assuré dispose par ailleurs soit d'une police tout risque informatique qui, elle, couvrira les conséquences de l'attaque en tant qu'événement accidentel sur l'ordinateur, soit de la police dommage aux biens, et que donc on trouve les garanties où on peut, mais que c'est peut-être pas tant un problème d'existence de la garantie du dommage matériel qu'un problème de rattachement du dommage matériel à la cyberattaque. Donc c'est la fin. On vous remercie tous pour votre présence.